Salut, c'est Geoffrey. Alors dans cet épisode, je vais vous parler de plusieurs aliments et de boissons qui sont pas considérés comme paléo, mais qui sont pourtant très bonnes pour votre santé, qui ont de nombreuses vertus. Parce que je vous en parle souvent, il faut pas voir l'alimentation paléo comme quelque chose de strict, comme quelque chose où on vous dit manger tel aliment c'est paléo et tel aliment c'est pas paléo. C'est pas la bonne manière de faire. La bonne manière, c'est plutôt de se demander quels aliments vous conviennent à vous. Parce que tout le monde est différent et même si on partage, si tous les humains partagent certains points communs au niveau de la santé, c'est pour ça qu'on peut du coup déterminer un cadre de référence au niveau paléo. C'est un modèle paléo, c'est quelque chose qui marche pour tout le monde, mais après il va falloir auto-expérimenter pour savoir ce qui vous convient à vous particulièrement, parce que tout le monde est différent, tout le monde n'a pas la même génétique, tout le monde n'a pas les mêmes antécédents, tout le monde n'a pas la même flore intestinale, etc., etc. Je vous en ai déjà parlé. Donc du coup, il faut plutôt voir l'alimentation paléo comme un template, comme un cadre de référence avec des règles et expérimenter à partir de ça. Donc s'en servir comme un point de départ et pas comme une destination où on veut aller. Et en plus, il faut savoir que l'alimentation de nos ancêtres, on cherche pas à la reproduire déjà parce qu'on sait que, on sait qu'on ne sait pas justement exactement ce qu'était l'alimentation de nos ancêtres, même si on a de nombreuses indications. Et surtout, leur mode de vie et leur alimentation changeait en fonction des régions, en fonction des saisons, en fonction de ce qui était disponible. Et donc, on peut pas reproduire. C'est vraiment bête de reproduire comme ça un mode de vie alors qu'on a évolué depuis. Et puis c'est pareil, il y a des aliments qui sont modernes qui peuvent être bons pour la santé. C'est pas parce qu'un aliment n'a jamais été consommé dans l'évolution qu'automatiquement les nouveaux aliments auxquels on a accès vont être mauvais pour la santé. Donc je vais justement vous parler de ça aujourd'hui. Ce dont on est sûr, c'est que pendant des millions d'années, on a mangé certains aliments et du coup on est parfaitement adapté à ces aliments, les produits animaux, les produits végétaux, et c'est pour ça que c'est la base de l'alimentation paléo. Et ce qu'on est sûr aussi, c'est que nos ancêtres ne mangeaient pas de produits industriels, des céréales raffinées, vous savez, les farines de céréales, etc., les sucres raffinés, les sucres ajoutés, les huiles végétales qui sont riches en oméga 6, les additifs chimiques, etc. Donc tout ça, évidemment, ça ne fait pas partie de l'alimentation paléo. Mais il y a beaucoup d'aliments dont je vais vous parler aujourd'hui qui peuvent tout à fait être intégrés et qui sont des fois pas considérés comme un aliment paléo, alors que beaucoup de personnes vont en profiter et ça va être parfaitement sain pour eux. Donc, d'abord, je vais vous parler du premier aliment qui est la pomme de terre. La pomme de terre, ça fait vraiment débat parce que il y a de nombreux auteurs qui ne la considèrent pas comme un aliment sain, comme un aliment paléo, alors que on va plutôt considérer la patate douce comme un aliment paléo. Alors, c'est peut-être votre cas, vous êtes passé à l'alimentation paléo, et vous vous êtes dit, je vais manger de la patate douce et je vais arrêter la pomme de terre parce qu'on m'a dit que c'était mieux. Mais du coup, posez-vous la question, pourquoi, quels sont les points contre la pomme de terre? Eh bien souvent on parle de la pomme de terre comme un aliment qui fait partie de la catégorie des nightshades, donc les solanacées. Les solanacées, c'est une famille de plantes qui contient des milliers de plantes dans la nature, dont de nombreuses contiennent des composés assez toxiques en petite quantité, mais il faut savoir que la pomme de terre en fait partie, pas la patate douce, mais la pomme de terre, elle en fait partie comme d'autres légumes que vous consommez, par exemple l'aubergine, le poivron, la tomate, etc. Et donc c'est un peu bête du coup de supprimer un aliment juste parce qu'il fait partie de cette famille, parce que en fait les aliments de cette famille vont être gênants uniquement pour les gens qui ont déjà une sensibilité comme une grosse perméabilité intestinale, une maladie auto-immune, etc. Donc ça peut être intéressant de supprimer ces aliments seulement quand on y est sensible, mais la grande majorité des gens ne sont pas sensibles à ces aliments. Donc du coup, c'est pas parce que la pomme de terre contient des toxines, d'ailleurs comme la majorité des légumes, tous les légumes contiennent différentes toxines en petite quantité et vous supprimez pas tous les légumes. Donc c'est pas pour ça qu'il faut la supprimer. Et puis en plus, quand vous enlevez la peau de la pomme de terre, vous supprimez la plus grande partie des composés qui sont gênants. Donc après, vous allez me dire peut-être que la pomme de terre contient beaucoup de sucre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la charge glycémique de la pomme de terre, en fait, elle est plus faible que la patate douce. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est 17 grammes de glucides au 100 grammes pour la pomme de terre et 20 grammes ou 21 grammes pour la patate douce. Donc la patate douce contient un peu plus de glucides. Donc c'est pas pour ça que vous allez devoir
supprimer la pomme de terre. Pareil pour l'index glycémique. Alors on nous dit tout le temps que la pomme de terre a un index glycémique très haut, que c'est très mauvais, notamment pour les diabétiques. Alors c'est sûr que la pomme de terre, quand on fait bouillir de la pomme de terre, elle a un index glycémique d'environ 75 ou 80. Par contre la patate douce, elle a un index glycémique un peu plus bas, aux alentours de 65. Alors on va nous dire que c'est à cause de ça qu'il ne faut pas manger de pommes de terre. La vérité c'est que la pomme de terre et tous les aliments qui ont un index glycémique haut sont pas forcément mauvais pour la santé. Il y a des gens qui vivent, on a vu des gens qui vivaient en mangeant que de la pomme de terre pendant des années et qui n'avaient pas de problème particulier de santé. Et puis l'index glycémique, en fait c'est disons qu'il faut revenir à la théorie. L'index glycémique, c'est la vitesse à laquelle votre insuline monte dans le sang après l'ingestion d'aliments glucidiques. Et si vous prenez la patate douce, pourquoi l'index glycémique plus bas ? Tout simplement parce qu'elle contient du fructose. Et le fructose n'est pas métabolisé de la même façon que le glucose. Et la pomme de terre, elle contient en fait très peu de fructose, quasiment que du glucose, de l'amidon. Donc du coup, automatiquement, elle va plus faire monter l'insuline, mais c'est pas forcément négatif puisque le glucose, lui, il est métabolisé par toutes les cellules de votre corps. C'est un bon carburant, alors que le fructose, lui, il est uniquement métabolisé par le foie. Et d'accord, pour la patate douce, les fruits, et quand il est dans des aliments naturels, il ne pose pas de problème en petite quantité, mais ça reste quand même une information à connaître. L'index glycémique est plus haut pour la pomme de terre juste parce qu'elle contient des glucides, donc c'est pas mauvais pour votre santé. Et puis après, il faut savoir que la pomme de terre, en plus, elle est très très riche en nombreux minéraux. Elle contient des vitamines, la vitamine C en grande quantité, du potassium, du magnésium. Elle contient tous les acides aminés essentiels. Donc au niveau des protéines, elle est très complète. Et donc du coup, la pomme de terre, elle a un effet de satiété très élevé. C'est l'aliment qui a le pouvoir de satiété le plus élevé. Ce qui signifie que quand vous mangez de la pomme de terre, vous n'avez plus faim et vous n'avez pas envie de manger d'autres aliments. Alors que vous savez que généralement les produits qui ont un index glycémique élevé, surtout les produits industriels, les farines raffinées, les farines de céréales, tout ce qui est les aliments modernes et tout ça, et quand c'est un index glycémique élevé, ça fait monter l'insuline dans le sang, du coup vous vous retrouvez en hypoglycémie et vous avez envie de remanger rapidement après. Et c'est surtout ça le problème, ça entraîne la surconsommation. Alors que la pomme de terre, elle a un gros effet de satiété, donc du coup c'est pour ça que c'est pas la peine de s'inquiéter pour son index glycémique. Et puis, vous pouvez également tirer des pommes de terre des fibres résistantes, donc ce qu'on appelle resistant starch en anglais. On n'en parle pas beaucoup encore en France, mais les fibres résistantes sont des fibres solubles qui vont en fait permettre d'avoir de nombreux bienfaits au niveau de l'intestin. Ça va créer des composés à partir de ces fibres et ça va avoir une influence sur de nombreux facteurs de votre santé. Donc c'est très important de consommer ce genre de fibres, notamment pour la perte de poids, ça aide beaucoup. Alors ces fibres, vous allez les retrouver j'en ai déjà parlé un petit peu, j'en reparlerai en détail dans un autre épisode, mais ces fibres, vous allez les retrouver quand vous faites refroidir des pommes de terre. Donc c'est une bonne raison de manger des pommes de terre froides. Donc vous faites cuire vos pommes de terre à l'eau, vous les mettez au frigo, vous attendez au moins 2 heures et vous faites une salade de pommes de terre avec ces pommes de terre et ça va augmenter en fait leur concentration en fibres résistantes. Donc il ne faut pas les réchauffer après, surtout vous les mangez froides ou à température ambiante après les avoir réfrigérées. Et en plus, ça baisse l'index glycémique également quand vous mettez vos pommes de terre comme ça refroidies parce qu'il y a plus de fibres après. Voilà, donc après vous pouvez également manger des pommes de terre par exemple en faisant des frites, mais pas en les faisant comme de la junk food avec des mauvaises huiles, etc. mais plutôt en utilisant par exemple de l'huile de coco pour vous découpez vos frites en bâtonnets, vous mettez de l'huile de coco, quelques herbes et vous les mettez au four et voilà, ça vous fait des frites qui sont très bonnes pour votre santé. Évidemment, juste pour préciser, les personnes qui ont un syndrome métabolique, donc les gens qui ont un problème pour métaboliser le sucre, qui ont une résistance à l'insuline, etc., les diabétiques et tout ça, eh bien évidemment ces personnes, elles vont bénéficier d'un régime, d'une alimentation plus faible en sucre et donc c'est le seul cas
où vraiment les pommes de terre et les produits sucrés en fait, qui contiennent des bons sucres, hein, eh bien devront être limités. Le deuxième aliment dont je vais vous parler, eh bien, il s'agit des produits laitiers. Alors les produits laitiers, il y a un très gros débat à ce sujet. Je me souviens qu'il y a 6 ou 7 ans, j'avais écrit un article qui a été partagé plus de 10 000 fois sur un ancien blog que je gérais. Donc il y a beaucoup de gens qui se posent des questions à ce sujet. Alors après autant d'années de réflexion, je vais vous parler de mon avis et des résultats de mes recherches. Il faut savoir que moi à la base, vous le savez peut-être si vous avez lu la page à propos sur Inspiration Primaire, tout en haut à droite, vous pouvez cliquer pour lire mon histoire à propos de la nutrition. Et il faut savoir que j'avais de nombreuses tendinites, je m'en sortais pas, et le jour où j'ai arrêté les produits laitiers, où j'ai changé mon alimentation, eh bien j'ai été soulagé complètement aussi, j'avais également des problèmes de migraine, etc. Alors il faut savoir que le principal problème du lait et des produits laitiers en général, donc le lait, le fromage, le beurre, eh bien, c'est le lactose qui peut provoquer une sensibilité. Une personne sur 2 environ est intolérante au lactose. Donc ça, c'est à vous de tester tout simplement quand vous mangez des produits laitiers. Est-ce que vous avez des problèmes digestifs, des gaz, des sensibilités allergiques, des choses comme ça? En fait, selon notre origine, hein, au niveau de nos ancêtres, selon notre sensibilité personnelle, etc., on peut plus ou moins tolérer le lactose, hein, qui est le sucre, qui est présent dans le lait. Je vous parlais d'adaptation génétique, et notre corps, pour certaines personnes, s'est adapté, sécrète de la lactase pour une enzyme pour digérer justement le sucre du lait, le lactose. Donc tout le monde ne l'a pas. C'est la première raison pour laquelle ça peut être intéressant de ne pas consommer de produits laitiers. Il faut savoir que l'information la plus importante à propos des produits laitiers, c'est qu'il y a une grosse différence entre les produits laitiers industriels que vous trouvez dans les supermarchés, que ce soit du lait ou du fromage, et les produits laitiers que vous trouvez à la ferme, qui sont des produits laitiers biologiques, d'animaux qui vivent en pâturage, donc qui consomment qui broutent de l'herbe. Donc il y a une grosse différence. Ça n'a vraiment rien à voir. Je vais vous raconter une petite anecdote que Natasha Campbell raconte dans une interview. Vous pouvez trouver cette vidéo sur YouTube. C'est une neurologue, Natasha Campbell, qui est spécialisée en nutrition, notamment dans le traitement des maladies auto-immunes et neurologiques grâce à l'alimentation. Elle raconte qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a eu besoin de consommer on a eu besoin de ressources alimentaires, et donc du coup on a demandé aux ingénieurs en agronomie de faire des recherches pour apporter plus de lait, pour produire plus de lait, de produits laitiers qui permettraient à la population d'avoir plus facilement accès à ces ressources alimentaires. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sélectionné des vaches qui étaient malades, des vaches qui ont des dérèglements hormonaux. Normalement, une vache, vous le savez, on l'oublie parce que à force, on est tellement éloigné de la nature qu'on l'oublie. Mais une vache, ça produit du lait que quand elle a un veau. Et aujourd'hui, les vaches, eh bien, on les surexploite pour qu'elles produisent toujours du lait. Et donc, du coup, à l'époque, on a sélectionné des vaches qui avaient un dérèglement hormonal, dont la glande pinéale, en fait, c'est une glande qui est dans le cerveau qui donne des messages chimiques pour produire du lait, en fait. Eh bien, elles avaient un dérèglement de cette glande. Et donc, du coup, c'est des vaches qui produisent trop de lait. Et on les a sélectionnées pour n'avoir que cette race de vaches. Et aujourd'hui, en fait, on retrouve que cette race quasiment de vaches laitières qui ont en fait des dérèglements hormonaux. Et c'est pour ça qu'elles produisent trop de lait. Du coup, eh bien, ces vaches, on sait que environ 75% des vaches aujourd'hui, eh bien, elles ont des mastites, donc des infections au niveau des pies, parce qu'elles sont pas habituées. Leur corps n'est pas fait pour produire autant de lait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va pasteuriser le lait pour supprimer eh bien, toutes ces bactéries en chauffant le lait à haute température. Et puis après, on va également homogénéiser le lait. Donc peut-être vous connaissez ces mots, mais vous ne savez pas à quoi ça correspond, hein. Eh bien, la pasteurisation, c'est supprimer toutes les bactéries dans le lait en chauffant. Et puis l'homogénéisation, c'est parce que on veut donner un aspect au lait qui a une bonne texture, qui est homogène en fait. Et ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est que ces traitements vont vraiment perturber la structure des protéines dans le lait, notamment la caséine. Et donc du coup, quand vous pasteurisez du lait, eh bien, votre corps va beaucoup moins reconnaître la structure protéique de la caséine. Et donc c'est pour ça que les produits laitiers industriels notamment, eh bien, vont poser des problèmes parce qu'on les a modifiés en fait après qu'ils aient été produits par une vache. Eh bien, on les pasteurise, on les homogénéise
analyses. Et donc tout ça, ça dénature la qualité des protéines dans le lait. Sans compter les pesticides qui sont utilisés, les traitements antibiotiques, etc. Donc du coup, le lait de vache, il est vraiment pas intéressant, même quand c'est du lait bio. Il vaut mieux ne pas consommer ce type de lait. Après, si vous avez accès à du lait de pâturage non pasteurisé, etc., ça peut être intéressant si vous le tolérez. Pour remplacer le lait, vous pouvez utiliser du lait d'amande, du lait de coco, il y a plein de solutions. Évitez vraiment le lait de soja, c'est vraiment pas une alternative intéressante. C'est une sur laquelle se penchent beaucoup de gens qui veulent pas consommer de lait de vache. Mais le lait de soja contient beaucoup d'antinutriments. Le soja aujourd'hui, il est quasiment exclusivement OGM, donc c'est pas intéressant. Après, donc ce que vous pouvez consommer comme produits laitiers qui ont des vertus très positives pour la santé. C'est la fin de cet extrait public de l'enregistrement. Alors vous pouvez avoir accès à l'intégralité de cet enregistrement tout simplement. Il vous suffit de vous inscrire juste en dessous de cette vidéo. Alors tout le reste de cet épisode, vous allez y avoir accès, mais pas que ça. Vous allez également recevoir 3 nouveaux épisodes chaque semaine. Vous allez également recevoir tous les anciens épisodes qui sont déjà parus. Et puis vous allez apprendre grâce à ça plein de trucs, d'astuces pour booster votre santé grâce à l'alimentation paléo, au mode de vie paléo. Je vais pas vous donner tout simplement des bases, je vais vous donner les trucs qui vont faire la différence pour que vous puissiez booster votre santé, révéler tout votre potentiel. Il faut passer au niveau supérieur. Vous allez apprendre des choses pour soigner votre intestin, pour soigner vos pathologies naturellement, pour retrouver un niveau d'énergie exceptionnel, stable au niveau de toute la journée. Vous allez apprendre à améliorer votre sommeil, vous allez apprendre à cuisiner facilement paléo. Je vais vraiment vous donner des trucs, des méthodes qui ont marché pour des centaines de personnes et vous allez obtenir des résultats. Donc c'est vraiment le but de ce groupe privé. Donc il vous suffit de vous inscrire au groupe privé en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, eh bien dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour accéder au groupe privé. Si vous êtes sur le site internet, eh bien ça peut être fait en quelques clics en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Alors vous allez accéder à tous les anciens enregistrements plus 3 nouveaux épisodes chaque semaine et puis vous pourrez également poser toutes vos questions à l'intérieur du groupe privé et je répondrai dans les prochains épisodes. Voilà, donc on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Salut!